à 10h45 sur Chérie FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Vendredi 18 août 2017, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission, le dernier numéro de la semaine, l'émission qui vous donne la possibilité de mieux cerner l'évolution de l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Cette fois-ci, c'était vraiment la bonne. Maître Salifou Kébé a donc officiellement pris fonction hier jeudi. C'était en présence du ministre de l'Administration et de la Décentralisation, le général Ibourema Kondé. Dans quel esprit tout cela s'est déroulé? En direct dans cette émission, Charles-André Souma, il est le directeur adjoint de la communication de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Et puis, sur les attentes de la société civile, le président du CNOX, Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, Dr Dansa Kourma, sera aussi en direct. Et puis, on va terminer par Oumar Farouk Traoré du PADES, Parti des démocrates pour l'espoir, qui va lui aussi donner le point de vue de son parti par rapport à cette prise de fonction de Maître Salifou Kébé. Et comme invité ici, dans ce studio, sur ce plateau, Mamadou Kali Diallo, il est consultant du projet La Baïonnette Intelligente, avec lui sur la question des derniers meetings et manifestations organisées par l'opposition, surtout le caractère pacifique de ces événements, et on va s'intéresser aussi à l'évolution du dossier lié au 28 septembre. Mamadou Kali Diallo, bonjour. Bonjour, M. Kondé. Aïssata Fofana, bonjour. Le micro n'est pas ouvert. Soirée Bouakar, bonjour. Bonjour Kondé, bonjour à notre invité et téléspectateurs et auditeurs de la 104.1. Aïssata Fofana, bonjour. Bonjour à Baka Kondé et bonjour à nos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Il a ligne déjà Charles-André Souma, il est le directeur adjoint de la communication, du département de la communication, j'allais dire, au niveau de la CENI. Quelle était l'atmosphère lors de la passation entre Salifou Kébé et Bakary Fofana? Il va essayer de nous la décrire. La tribune de l'Actu Plus, l'invité. Charles-André Souma. Bonjour et bonjour à toute votre équipe. On le sait, ce dossier, vous n'avez pas reculé un seul instant tant sur la communication que sur d'autres volets. Hier, c'était l'épilogue. Salifou Kébé a enfin pris fonction. Dites-nous, quelle était l'ambiance dans la salle? L'ambiance dans la salle était bon enfant. On lisait sur le visage des commissaires et sur le visage des assistants techniques qui nous appuient dans nos travaux. C'était vraiment une atmosphère de reconfort moral. Vraiment, tout le monde était satisfait du verdict de la Cour et la Cour constitutionnelle qui a dit le droit. Au dire des journalistes qui étaient présents, quand on parle de Salifou Kébé, c'est une grande ovation dans la salle. Dès qu'on parle de Bakary, c'est comme si les gens sont au cimetière. Bon, chacun a fait son constat et chacun peut donner son avis. Mais ce qui reste clair, tout le monde appréciait les interventions et de Bakary et de Salifou Kébé. Moi, je crois qu'on ne peut pas avoir un avis convergent. Les avis sont partagés. Alors, qu'est-ce que vous retenez du président sortant? M. Bakary a des qualités morales et humaines. Il a posé des actes qu'on ne peut pas désapprécier. Mais comme vous le savez, quand l'heure sonne, l'heure a sonné. Nous, vous savez, juste pour vous dire très honnêtement,
Une CENI, c'est surtout la cohésion et l'harmonie interne, basée sur le respect de la loi, du règlement intérieur et du manière de procéder administrative et financière. Lorsque tous ces fondements sont bafoués, méprisés et ignorés, comment l'institution pouvait ne pas sombrer dans une crise? Maintenant que nous avons une nouvelle équipe à la tête, je pense que le nouveau président a dégagé hier ses intentions et en parfaite harmonie avec les commissaires et surtout avec les textes qui régissent la série. M. Bakary a posé d'importants actes qu'il ne faut pas négliger et qu'il a même élucidé hier dans son discours. D'accord. Oui. Apparemment, M. Souma, vous ne retenez pas beaucoup de choses de Bakary Fofana. Et à présent, parlons du nouveau président que vous soutenez d'ailleurs et vous avez fait le combat ensemble jusqu'à ce qu'il est arrivé à ce poste. Maintenant, quelles sont les grandes lignes que ce monsieur a eu à présenter hier? D'abord, vous étiez sur le terrain, vous avez recensé tout ce qu'il a dit. Moi, ce que je pourrais dire en substance, c'est que sa première tâche est d'abord de signer les deux organes de transparence qu'on avait soumis à Bakary et qui avait refusé de les signer. Maintenant, lui-même, il en est l'une des pièces maîtresses pour que cette CENI puisse avancer. On a assez de choses à faire. On a à mettre une administration électorale digne de nom, une administration vraiment qui pourrait vraiment régler toutes ces disparités de salaire et ensuite essayer d'harmoniser surtout les travaux techniques de nos assistants. Et je vais vous dire que le premier organe de transparence, c'est une cellule technique de suivi des décisions de la plénière et ensuite une cellule technique de suivi des moyens de gestion des moyens matériels et financiers. Moi, Oui, mais Bakary avait estimé qu'en signant l'installation ou la mise en place de ces deux organes, c'est une violation des textes réglementaires de l'institution. Mais c'est tout à fait faux. Je m'inscris en faux. Parce que la cellule technique de suivi de gestion des moyens matériels et financiers, c'est dans le règlement intérieur. Lisez, si vous avez le règlement intérieur, il faut essayer de lire ce règlement. Vous trouverez que la CENI doit mettre en place une cellule technique de gestion des moyens matériels et financiers. Ensuite, il y a une commission de suivi, une cellule technique de suivi des décisions de la plénière, parce qu'on s'est rendu compte que toutes les décisions prises à l'Assemblée plénière n'étaient pas exécutées à la lettre. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'Assemblée plénière, c'est l'instance suprême de décision. D'accord. Voilà. Allez-y, Aïssata Fofana. Monsieur Souma, la CENI annonce l'organisation des élections locales en 2017, ainsi que le ministre de l'administration du territoire hier aussi a dit au tout nouveau président d'organiser ces élections dans un meilleur délai. Pensez-vous qu'il est capable, dans un court temps comme ça, d'organiser ces élections? Mais je pense que l'organisation des élections communales, on l'a maintes fois réitéré sur vos ondes, que la CENI est déjà au boulot. Les commissaires sont dans les travaux. Dans les prochains jours, nous allons organiser ces élections à date. Parce que c'est en commun accord avec les partis politiques. Chacun doit jouer sa partition. Et on va sortir le chronogramme dans les prochains jours et nous allons prendre d'assaut les QG des partis pour exposer ce chronogramme. Parce qu'il faut qu'on partage le chronogramme avec les parties prenantes du processus électoral. D'accord. La dernière question, certainement. Monsieur Souma, dites-nous, est-ce que M. Bakary Fofana continue à siéger au sein de la CENI? Vous dites, s'il vous plaît? Si M. Bakary reste toujours commissaire de la CENI. Mais moi, c'est sur les ondes que j'ai appris hier il était porteur d'une lettre de démission. Je n'ai pas vérifié l'information. Il doit porter cette information au niveau de ses collègues commissaires. Mais s'il ne l'a pas fait, je ne sais pas. Je n'ai pas à vous donner une réponse précise là-dessus.
Et après, est-ce que quand vous avez appris, vous avez contacté d'autres, notamment le président de l'institution, le président actuel? Mais c'est une décision personnelle. Non, là n'est pas la question. Est-ce que vous avez approché d'autres commissaires pour essayer de comprendre si ce qui se dit c'est vrai, effectivement? Non, mais c'est ce matin que on va se concerter parce qu'on a une réunion à 10h. On saura s'il l'a fait officiellement ou s'il décide de le faire officieusement. Mais ce qui reste clair, il est démis de son poste de président, il reste commissaire comme nous autres. Voilà. Oui, mais si l'information s'avérait, est-ce que ça peut être un handicap pour le bon fonctionnement de l'institution? Vu son expertise que vous avez évoquée tantôt. Oui, mais vous savez, M. Bakary, il n'était pas au niveau du département de la planification des opérations. L'expertise qu'il a, peut-être que c'est la supervision des opérations et une coordination en quelque sorte. Mais c'est que son départ ne va pas poser problème. D'accord. Ce qui reste clair, et je vais vous le dire, dans cette CENI, qu'on a toujours désavoué partout, est vraiment garni, je pourrais dire, passez-moi l'expression, des grands experts. Hein, il y a 10 qui sont accrédités en bridge, que vous connaissez. Il y a 22 qui sont semi-accrédités. Il y a un expert qui accrédite en bridge certains cadres de la CENI des autres pays. Donc, ils ont cette CENI à une grande expertise. Ouais. Merci à vous, Charles-André Souma. Merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du département de la communication, un des grands frondeurs pour le départ de Bakary Fofana. Bonne journée. Oui, merci. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Et quelles sont les attentes de la société civile face à cette nouvelle donne au sein de la CENI? Le président du CNOX, Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, Dr Dansa Kourouma, bonjour. Bonjour, M. Condé. Bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Hier, vous étiez du côté du siège de la CENI pour assister à la passation entre le président sortant Bakary Fofana et celui entrant Maître Salifou Kébé. Dites-nous à date quelles sont vos grandes attentes face à cette nouvelle équipe dirigeante. Merci beaucoup une fois encore. J'ai suivi tout à l'heure M. Charles-André. Qui a magnifié la CENI en termes d'atouts et de défis. En fait, au niveau de la société civile, nous avons un grand défi qui attend la CENI et le reste sont des accessoires. C'est la réussite de l'organisation des élections locales. Alors, réussir les élections locales, ça sous-entend que ces élections doivent se réaliser en cette année 2017, parce que nul doute, vous savez aujourd'hui que les collectivités locales n'ont pas de vie démocratique, les collectivités locales ne vivent plus. Alors, et c'est vraiment un accélérateur du processus de développement d'un pays. Ouais. Réussir cette organisation, ça veut dire réviser le fichier électoral dans les meilleurs délais pour que on ait des listes électorales propres. Deuxièmement, c'est mettre en place des opérations électorales qui soient participatives, inclusives, transparentes et qui puissent impliquer et rassurer tous les acteurs de la vie nationale. Je vais parler des organisations de la société civile, des partis politiques, de l'administration et bref, tous qui ont un intérêt direct par rapport à la tenue de ces élections locales. Et la dernière chose qui me semble être importante, c'est naturellement que ces élections soient apaisées et les résultats soient acceptés par les différents compétiteurs. Alors, pour réussir ça, c'est important que M. Kébé doit remobiliser sa troupe, il doit remobiliser les commissaires, les mettre en confiance, et tout en optant pour des mécanismes de gestion basés sur une bonne gouvernance interne. Parce que le problème de la CENI a été toujours la gestion interne de l'organisation. Cette gestion interne doit demander des standards de management les plus élevés. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui peut gérer une commission électorale. Parce qu'il n'y a pas d'erreur à accepter par rapport aux procédures administratives.
il n'y a pas d'erreur à accepter par rapport à la communication, il n'y a pas d'erreur à accepter par rapport à la capacité de gestion financière. Donc la CENI a 2 gros budgets, c'est le budget de fonctionnement et le budget électoral. Ceux-ci doivent être gérés sur la base de la transparence et de l'efficacité, mais aussi de l'efficience. Vous n'êtes pas sans savoir que notre CENI est la plus coûteuse de la sous-région. C'est une CENI qui a un budget énorme et le plus souvent la gestion de ce budget pose problème. Alors, M. Kébé doit mettre en place les normes de gestion à travers un manuel de procédure de transparence pour que la redevabilité soit de mise. Et après chaque opération électorale, pour rentrer dans l'histoire de ce pays, il faut rentrer par la porte de la transparence. Et que le résultat en matière de budget électoral soit présenté à l'opinion, même si ça doit être réinjecté par rapport au renforcement des capacités de la CENI, peu importe. Mais il faut communiquer, il faut la vérité des chiffres, des faits et des procédures pour que la CENI soit une CENI acceptée. En dernier ressort, M. Kébé doit aider à ce que cette CENI se réconcilie avec ses partenaires. Je vais parler des partis politiques. Il a dit hier la redynamisation du comité interparti, c'est-à-dire qu'il doit être une instance, n'est-ce pas, de partage d'informations, une instance de co-gestion et une instance n'est-ce pas, d'évaluation du processus électoral. Il ne s'agit pas d'une réunion simple où on vient bavarder une journée. Il faut aussi que la CENI accède au principe de données électorales ouvertes. Quand vous partez sur le site internet de la CENI, on doit trouver toutes les informations sur le processus électoral. Mais le site de la CENI, voyez-en, faites un tour, vous ne trouvez rien que des anciennes informations datant de Mathusalem. Alors, la dernière chose que je vais rajouter à cela, il faut rassurer les partis politiques. Et ceci, sans qu'ils n'interfèrent dans le fonctionnement interne de la CENI, ça c'est le gros risque que l'équipe actuelle court. Si les partis politiques interfèrent, ou bien s'ils se mettent à des règlements de comptes internes. Donc, je vous demande à M. Kébé, en tant qu'avocat et représentant aussi de la société civile dans cette commission électorale, de continuer à bâtir l'organisation, à dynamiser l'organisation sur la base des atouts que son prédécesseur a laissés. C'est important et ça peut nous permettre, n'est-ce pas, de raccourcir, d'arrondir les angles et aller rapidement à des élections et de réconcilier la CENI avec l'opinion. Parce qu'il y a aussi un divorce de la CENI, entre la CENI et l'opinion nationale. Parce que à cause des crises qui se sont superposées, à cause du manque de redevabilité, à cause de la faible maîtrise de certaines opérations électorales, malgré la formation, la bonne foi me semble être plus importante que toutes les formations techniques. D'accord. Oui. Effectivement, docteur Dansa Kourma, vous étiez dans la salle hier. Dites-nous, est-ce que le premier discours introductif du nouveau président de la CENI vous paraît rassurant? Je ne suis pas quelqu'un qui juge en fonction du discours. Je suis quelqu'un qui juge en fonction des faits. Alors, ce qui est annoncé dans le discours... Donc vous êtes entrepreneur, vous appréciez les ouvriers à l'acte? Au pied, le maçon, c'est au pied du mur. Alors, ce que je vais vous dire de manière très claire, Kébé a tous les atouts de continuer cette mission et de réussir. Si et seulement si. Les facteurs qui les ont permis de remettre en cause l'ordre initial qui est établi étaient de les permettre de dérouler un agenda électoral transparent, crédible, étaient de réconcilier les commissaires en interne autour des normes et des valeurs de transparence et d'intégrité, étaient autour, n'est-ce pas, de la bonne gestion globale des opérations électorales. Ce n'étaient pas des problèmes personnels et internes. Il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas cette mission. D'accord, oui. Monsieur Kourma, avec tout ce que vous dites là, la CENI aussi annonce qu'elle est fin prête pour les élections locales. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce que vous avez annoncé là, elle peut vraiment être prête d'ici la date butoir? Oui, la CENI était déjà prête par rapport aux élections locales, je le sais, parce que tous les préparatifs étaient fin prêts, je veux dire. La CENI avait avancé dans les préparations, excusez-moi, il y avait beaucoup de choses qui ont été déroulées, ce qui restait à faire, c'était minime, même les programmes de commande du matériel, tout était positionné sur le plan opérationnel. Donc, il n'y a pas de raison que le calendrier ne soit pas respecté, c'est-à-dire la date butoir 2017 soit respectée. Et le président de la République, d'ailleurs, l'a bien dit avant de partir pour la Mecque, que tout doit être mis en place pour la tenue des élections locales. Et alors, c'est une demande de la société civile, d'ailleurs une exigence de la société civile.
vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, et quand vous faites un tour à l'intérieur du pays, vous avez pitié de ce peuple. Il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas de vie démocratique à la base. Tout est centralisé à Conakry. Donc on est tous occupés à 90% par du débat politicien. Comment le pays va se développer s'il n'y a pas de collectivité locale redevable, s'il n'y a pas de collectivité locale qui se positionne par rapport au développement de proximité. Alors, c'est un défi énorme et je pense que si les raisons qui ont amené cette révolution à l'intérieur de la CENI, c'est des raisons pour se réconcilier avec l'opinion, pour laisser une tâche positive, une tâche indélébile et positive, n'est-ce pas, pour eux-mêmes et pour leurs familles, il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas cette mission. Mais si c'était des problèmes internes, des querelles mesquines, je suis désolé, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, on a juste appris que, juste après la passation, Bakary a déposé sa lettre de démission en tant que commissaire de l'institution, puisqu'il vient des rangs de la société civile. Comment le dossier va être géré au niveau du CNOX et autres? Bon, ça c'est un problème interne. Et la loi sur la CENI est très claire là-dessus. En cas de démission, de vacances, d'indisponibilité, la personne est remplacée dans les mêmes conditions qui ont présidé sa désignation. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans la CENI. Et le problème sera discuté à sa juste valeur en tenant compte des défis du moment. Docteur Dansa Kourouma, président du CNOX, Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. On va directement enchaîner avec Omar Farouk Traoré, qui est le responsable du protocole de Dr Ousmane Kaba. Dr Ousmane Kaba, vous le savez, est président du PADES, Parti des démocrates pour l'espoir. Il est actuellement en tournée à l'intérieur du pays. Comment son jeune parti observe toute cette situation au niveau de la CENI? D'ailleurs, quel est le mobile de la présence de Ousmane Kaba à l'intérieur du pays? Nous allons discuter de tout ça là avec Omar Farouk Traoré. On va aller directement sur le terrain. Omar Farouk Traoré, bonjour. Bonjour, M. Koné. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin avant d'aller avec la situation au niveau de la CENI qui a drastiquement évolué. Votre président, Dr Ousmane Kaba, est à l'intérieur du pays. C'est dans quel cadre, M. Traoré? Notre président est en tournée depuis plus de 2 semaines maintenant à l'intérieur du pays. C'est dans le cadre de l'implantation du parti qui a été créé il y a de cela maintenant 5 mois. La première étape était la ville de Kankan. Et après cela, le dimanche passé, il était à Kouroussa. Hier, il était à Sana, à 30 km de Kankan, dans le village de Sekba Konaté. Nous sommes en train de prendre contact avec nos représentants dans les différentes localités de la Haute-Guinée. Et après cette étape, nous allons partir à Mandiana la semaine prochaine, si Dieu le veut bien. Oui, allez-y, Fofana. Est-ce que cette tournée va seulement se focaliser sur la Haute-Guinée? Non, pas cela. On en a déjà parlé. Il dit la première étape, c'est la Haute-Guinée. Et après l'étape de la Haute-Guinée, c'est la forêt. Après la forêt, c'est toute la Guinée. C'est pas seulement la Haute-Guinée. Alors, pourquoi? Quel est l'essentiel, la quintessence du message véhiculé? On sait quand même que la Haute-Guinée, a dit un des natifs de là-bas, le sous-sol est jaune. Le jaune, c'est le RPG arc-en-ciel. Et vous avez le bleu ciel ou le vert foncé? Comme je vous ai dit l'autre fois que notre parti, c'est un parti des économistes, c'est pas un parti des politiciens, comme je viens de le dire. C'est à ce niveau, il y a le paradoxe. Le parti est fait pour les politiciens. Voilà, effectivement, je vais t'expliquer ce que vous pensez de paradoxe. Chez nous, ça, c'est pas un paradoxe. Donc chez vous, c'est une opportunité. Voilà, le parti PADES a été créé pour amener la prospérité en Guinée. C'est un pays, c'est un parti d'économistes. Alors, leur objectif, c'est comment apporter des réponses à tous les problèmes économiques de la Guinée. Parce que notre pays a besoin de la prospérité. C'est un pays vraiment de paradoxe, comme tu viens de le dire. Nous avons toutes les richesses naturelles, mais c'est un pays qui s'enfonce dans la misère à cause de la malgouvernance. Donc, le parti PADES est là pour répondre à tous ces problèmes-là
Notre vision, c'est quoi? C'est la prospérité économique de la Guinée. Créer des millions d'emplois en Guinée ici. Mais comment on peut faire cela? Il faut vraiment des économistes chevronnés. On n'a plus besoin vraiment de discours politiciens, mais tout ce que nous avons besoin, comment atteindre les objectifs. Le pragmatisme. Il faut voir, il faut être pragmatique. Prenons un pays comme la Côte d'Ivoire. La raison est très simple. Alassane Dramane Ouattara, à chaque fois quand son gouvernement se déplace, ils reviennent avec beaucoup de millions de dollars. Oui, mais le pays, malgré tout, à l'interne, c'est difficile. Hein. Il y a tout le temps des remous qui sapent ces avancées. C'est inhérent, ça c'est inhérent à la vie. D'accord. On peut avoir des remous à tout moment. Mais notre problème aujourd'hui, c'est comment apporter cela. Monsieur Traoré, nous savons que notre leader, il a été vraiment moulé dans ce sens. Voilà, il fait une économie chevronnée. Il a travaillé au Fonds monétaire international avec ses expériences, avec ses connaissances. Vraiment, il peut apporter beaucoup de solutions aux problèmes économiques de la Guinée. Voilà, Monsieur Traoré, tous les partis politiques ici en République de Guinée, c'est pour créer de l'emploi, le développement économique et puis créer beaucoup d'industries. On veut savoir, vous, au niveau de votre parti, dites-nous concrètement comment vous avez envisagé à développer le pays. Quelle est la stratégie économiquement, ce qui est concret, hein, on a besoin maintenant. Ça, c'est comme ce que je viens d'énumérer, c'est vraiment la vision de notre parti. C'est apporter la prospérité économique en Guinée. Mais pour atteindre cet objectif-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord une mise en place de la politique économique appropriée. Ça, c'est la première politique économique. C'est de financer les infrastructures et avoir les infrastructures de base dans tout le pays. C'est ce qu'il faut faire d'abord. Deuxième élément, ce que nous avons besoin en tant que vraiment des économistes, c'est de promouvoir le secteur privé. Imaginez aujourd'hui, les secteurs privés sont en train de mourir à petit feu. Aucun pays ne peut se développer sans le secteur privé. Regardez aujourd'hui la guerre acharnée contre les universités privées, dans lesquelles les universités, il y a des milliers d'étudiants qui sont là, il y a des milliers de Guinéens qui travaillent. Alors on ne peut pas continuer à faire là. Il y a combien de sociétés privées qui sont parties? Cria est fermé, ça fait combien de temps? Nous sommes là pour encourager le secteur privé. Parce que l'État, lui seul, ne peut pas employer tout le monde. L'État n'a que 100 000 places. Et puis, point barre. Et nous avons combien? Chaque année, il y a des milliers d'étudiants qui sortent dans les universités. Alors, pour remédier à ce problème, vraiment, il faut une économie. Nous, notre stratégie, c'est quoi? C'est comment promouvoir le secteur privé. Troisième élément à faire, c'est des politiques sectorielles conformes aux avantages de la Guinée. Vous n'avez pas sans savoir que la Guinée a des avantages comparatifs par rapport dans beaucoup d'autres domaines, que vraiment le parti PADES peut évoluer dans ce sens-là. Si nous sommes différents des autres partis politiques, parce que ce qui est bien fait, nous on apprécie, ce qui n'est pas bien fait, on n'apprécie pas. On va dire vraiment ça c'est mal fait, on n'apprécie pas. C'est pourquoi on dit le parti PADES, ce n'est pas un parti politicien, mais c'est un parti des économistes. Si le professeur a fait qu'à l'État, mais tant mieux, c'est une très bonne chose. S'il a fait la autoroute, c'est une très bonne chose. On va apprécier. Mais si Conakry est devenu la capitale mondiale des ordures aussi, on va dénoncer cela. Cela ne nous empêche pas. Parce que ça marche chez les autres. Pourquoi ça ne marche pas chez nous? Ok, question suivante. Oui. Allez-y. Monsieur Traoré, comment faites-vous comprendre votre vision à vos membres, à vos militants, à la base de la situation économique du pays? Comment faites-vous? Ainsi que la politique sectorielle dont vous venez de parler. C'est ce que nous faisons. Nous sommes en train de sensibiliser de quartier en quartier. On fait de porte en porte pour expliquer réellement quelle est la situation politique du pays. C'est aussi simple. Dans les langues vernaculaires, on passe dans les quartiers, dans les communes pour expliquer quelle est notre vision de la chose. Mais est-ce que vous faites aussi une évaluation si vraiment votre message est porté? Mais bien sûr, il y a des retours. Quels sont les indicateurs? Nous avons beaucoup d'indicateurs, je ne vais pas dévoiler tout ça. Alors, soirée. Écoutez, s'il vous plaît, je vais vous dire une chose. Oui. La tournée de notre président à l'intérieur du pays, c'est comme un cheveu dans la soupe. Au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas citer le nom d'un parti politique, mais les gens sont en train de se préparer aussi pour aller à l'intérieur. Comme quoi, il faut faire les sensibilisations, il faut aller remercier les militants et les sympathisants qui ont fait tel. Comme si le moment n'était pas, il ne sait vraiment pas.
sachez qu'il y a des échos, nous avons des retours. Vous faites allusion au RPG Arc-en-Ciel, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Allez-y, soirée. Voilà, monsieur Traoré, restons toujours par rapport à la tournée de votre président dans un passé très récent. Le président du PADES était aussi en Haute-Guinée pour parler des prouesses du professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, il vient présenter un programme de développement contraire à ce que le régime actuel est en train de proposer. Est-ce que vous pensez que cela pourrait être avantageux pour vous dans l'avenir? Le changement de discours-là? Quel changement? Il n'y a pas eu, ce que vous ne comprenez pas, il n'y a pas eu changement de discours au niveau du PADES. Le problème, c'est très clair. Non, écoutez. Il parle de l'ancienne position de Dr Ousmane Kaba. Lors des élections législatives, on l'a vu quand même à Kanka en train d'haranguer la foule pour parler du bien fondé du RPG Arc-en-Ciel. C'est quand il a été éjecté ou expulsé du parti que le PADES a vu jour. Maintenant, lui-même qui disait aux gens de Kankan, l'homme providentiel, c'est Alpha Condé. Aujourd'hui, le même vient pour dire que le mal de la Guinée, c'est Alpha Condé. C'est Alpha Condé. Le contraste là, comment il va s'en sortir? Vous n'avez pas suivi peut-être Dr Ousmane Kaba depuis quand il était à la présidence. Quand des situations économiques se posaient qui étaient avantageuses à la Guinée, il a toujours expliqué cela clairement à la population guinéenne. Sa position était très claire. Il y a eu beaucoup de divergences entre Dr Kaba et le président de la République concernant ce pays-là. Je ne vais vraiment pas rentrer dans beaucoup de choses, mais sachez que son discours n'a pas du tout changé. C'est pourquoi nous, à notre position ici, on n'est pas là en train d'attaquer ni Paul ni Pierre, mais nous sommes en train de combattre un mal aujourd'hui, qui est le détournement des biens publics. Ce mal-là est créé par qui? Mais par des gouvernants, ceux qui sont en train de gouverner. C'est vague. Non, c'est pas vague. Alors, est-ce que le parti qui vient de naître là, il y a 8 mois, va compétir aux élections locales prochaines? Nous allons compétir à toutes les élections, Inch'Allah. Et est-ce que vous avez confiance aujourd'hui à la... Comment vous trouvez d'ailleurs la nouvelle situation au niveau de la CENI? Bon, la situation de la CENI, c'est vraiment lamentable et c'est vraiment honteux. À chaque fois, c'est des petits problèmes, des querelles. À la CENI, c'est pas du tout normal. Imaginez en 2010, à cause des malentendus entre les Guinéens, on était obligé de faire recours à un Malien qui est venu gérer l'élection en Guinée ici. Le général Siaka Sangaré. Le général Siaka Sangaré, vraiment, c'est vraiment déplorable. Une première. Ni Bakary Fofana, vraiment, ni Bakary Fofana, ni M. Kébé, moi je ne les apprécie pas. Et il y a un adage qui dit, ce que je vais dire à M. Kébé, si tu vois le vautour sur le corps de ton ami, dis-lui que lève-toi sur mon corps. Mais si c'est toi qui envoies le vautour. Non, attention. Kébé fait partie des frondeurs, hein? Voilà, mais il fait partie des frondeurs, bien sûr. Qu'est-ce qui fait dire que 2 jours après, il n'y aura pas de fronde contre lui? Est-ce que le mal qui est là, est-ce que le mal est guéri? Le mal de la CENI, est-ce que c'est guéri? C'est ça mon problème. D'accord. Blanc, bonnet blanc, c'est la même chose. Vraiment, c'est une situation très difficile. Contrôle mouvementé, mouvement contrôlé, ça revient à la même. Voilà, ça revient à la même chose. Parce que le problème, c'est-à-dire, il faut que la CENI, le président, celui qui sera le président de la CENI, il faut revoir même la loi organique de la CENI. Si le président n'a pas les moyens de coercition contre les commissaires, un commissaire qui se lève comme cela, faire des déclarations, n'importe quoi, faire des déclarations fallacieuses, c'est vraiment déplorable. Ouais. Ça a été l'une des observations de la société civile. L'article 17 est très incomplète. Elle dit seulement que 2 tiers des membres des commissaires peuvent partiellement ou totalement renouveler le bureau. Mais quelles sont les raisons qui peuvent amener à cela? Ces raisons n'existent pas. N'existent pas. C'est là le problème. Est-ce que M. Kébé a des qualités que M. Bakary Fofana n'avait pas? Qu'est-ce que lui peut faire aujourd'hui pour avancer la CENI? Voilà la question que nous nous posons. Et puisqu'il est déjà installé, on va l'observer à la tâche. Attendons voir. Oumar Farouk Traoré, chef protocole du Dr Ousmane Kaba, président du PADES, parti de l'espoir, parti des démocrates pour l'espoir. Merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. Merci, M. Kone. Merci. Très bonne journée.
la tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. À présent, on se tourne vers l'invité ici, dans ce studio, sur ce plateau, Mamadou Kali Diallo. Il est consultant du projet La Baïonnette Intelligente, activiste donc des droits de l'homme. Avant d'aller avec le vif du sujet, vous avez suivi les trois intervenants avec nous. Charles-André Souma, commissaire à la CENI, Dr Dansa Kourouma, président du CNOX, et Omar Farouk Traoré du PADES. Oui, j'ai suivi. La synthèse que je voudrais dire ici, c'est que nous attendons du nouveau président de la CENI qu'il rassure, comme l'a dit le président de la société civile, du CNOS, je veux dire, qu'il rassure les acteurs politiques et rassurer les acteurs qui sont concernés par le processus électoral, c'est de les impliquer dès au départ à tout le processus, à toutes les étapes du processus, et que ça inspire confiance pour éviter des conflits, parce que nous savons aujourd'hui, dans les pays en voie de développement, les élections sont des sources de conflits, parfois des conflits très violents. Et les conflits, c'est les conflits le plus souvent les conflits post-électoraux. Pour éviter cela, il faut impliquer les acteurs, il faut les rassurer, il faut, instaurer un climat de confiance et de transparence à tous les niveaux. Et déjà, l'autre Charles-André estime que le départ de Bakary, c'est un grand ouf de soulagement, alors que l'homme a fait 5 ans. Pendant tout ce temps, c'est maintenant, pensez-vous que c'est pas trop tard? Parce que eux-mêmes, ces commissaires, selon l'une des résolutions du dernier accord, après les élections locales, c'est une nouvelle CENI qu'on va mettre en place. Exactement, je rappelle, et vous avez bien fait de le rappeler, selon le protocole d'accord du 12 octobre, si j'ai bonne mémoire, oui, c'est que cette CENI a la mission, a la charge d'organiser les élections locales. Après les élections locales, il y aura une nouvelle CENI. Ce qui reste clair, c'est une CENI qui a été longtemps décriée. Osons espérer que cette fois-ci, ceux-ci prendront conscience des enjeux et des défis qui sont là et pouvoir surmonter cette étape, l'organisation des élections locales. Mais je rappelle quand même, c'est des élections aussi en Guinée qui ont été source de conflits. Ouais, les élections locales, Guinée, beaucoup plus que les élections nationales. Hein? Beaucoup plus. Lors de notre tournée, je me souviens bien, quand on était à la mairie de Zérékoré, avec l'actuel président de la délégation spéciale, quand on a posé pourquoi la récurrence des conflits en Guinée forestière, depuis quand la récurrence de ces conflits, il n'avait pas manqué de nous dire que c'était lors des l'organisation des premières élections locales, si j'ai bonne mémoire, en 92. Les premières élections communales. Elles ont toujours été violentes en République de Guinée. Je voudrais que l'actuel CENI intègre cela, prenne conscience de tous ces enjeux et qu'elle rassure cette fois-ci de nous organiser et qu'elle puisse être à la hauteur de nous organiser ces élections sans violence. Et l'une des conditions premières, il faut qu'elle soit transparente. Et l'autre aspect dénoncé, c'est bien le manque à gagner au niveau de la loi. Aujourd'hui, les commissaires, en tout cas les 2/3, peuvent se réunir pour destituer le bureau, partiellement ou totalement. Pensez-vous que cela peut instaurer la sérénité sans que les conditions préalables, celles pour lesquelles un président peut être destitué, soient connues? Oui, parce que si on ne peut pas reprocher quelqu'un, il n'y a pas un audit interne ni externe qui incrimine la gestion de quelqu'un et que tout d'un coup, parce qu'eux, ils estiment qu'ils ne se comprennent pas avec le président et qu'il soit destitué, ça peut faire fonctionner bien une institution? C'est ça aussi, disons, la faiblesse de certaines lois. Mais disons que ça a été pris en compte par la nouvelle loi qui mettra en place la nouvelle CENI. Peut-être que, si bien, il faut le signaler quand même, cette CENI a été longtemps décriée. Il y avait toujours une solidarité interne. Peut-être que ce qui a prévalu, cette prise de confiance, prenons cela, disons, comme une sorte de révolution interne, ce qui les a poussés à le faire, ce qui les a motivés. Peut-être que cette solidarité-là ira jusqu'au bout, jusqu'à l'organisation de ces élections locales. Sinon, ce que vous venez de dire, c'est une situation très compliquée qui pourrait même mettre en danger la paix. Oui, exactement, la paix. Voilà, moi je veux nous ramener vers le respect des droits humains parce que vous êtes des activistes des droits de l'homme en République de Guinée et présentement au niveau de la baïonnette intelligente, quelle est
la situation actuelle de la Guinée dans le cadre du respect des droits de l'homme? Dans le cadre du respect des droits de l'homme, théoriquement, la Guinée a des avancées en matière de droits de l'homme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de institutions qui sont mises en place, vivement la mise en place aussi de la haute cour de justice. Mais vous avez vu le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, vous avez vu le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature suprême, vous avez vu, le fonctionnement de la Cour des comptes. Et mieux, il y a l'installation des tribunaux militaires, il y a le code de justice militaire, ce qui n'existait pas auparavant, et surtout qu'avec le nouveau code pénal les nouveaux codes pénal et procédure pénale, on a défini clairement la torture, on l'a intégré avec des peines qui sont prévues. Ça, c'est des avancées significatives majeures. Maintenant, il reste qu'il y ait une volonté politique réelle pour lutter contre, pour les mettre en valeur, l'application stricte, parce que vous savez que l'un des ennemis du respect des droits de l'homme, c'est l'impunité. Et or, aujourd'hui, c'est un phénomène qui est dénoncé à longueur de journée par divers acteurs politiques. Alors, on va aborder les meetings et manifestations. Ça date d'il y a plusieurs semaines. Mais ce qui frappe, c'est bien le caractère pacifique observé lors des meetings et manifestations de l'opposition. Alors que quand on regarde dans le rétroviseur, le passé est très sombre dans ce domaine. Oui. Ça, quand même, il faut féliciter les acteurs politiques. Il faut quand même noter l'éveil de conscience des populations guinéennes. Il faut féliciter vous, les médias, qui partez souvent, qui sensibilisez les populations, et surtout la société civile, les acteurs politiques. Et je vais quand même relever particulièrement ce que le travail que la baïonnette intelligente a eu à faire à ce niveau. Depuis 2013, parce qu'il y avait quand même une violence, je ne dis pas que c'est là seulement, les vindictes populaires justifient aujourd'hui que la Guinée, sur le plan structurel, il y a la violence à tous les niveaux. Mais je dis qu'il y avait une récurrence de violence au niveau de l'axe depuis juin 2013, parce que la baïonnette intelligente a pour vocation d'aider la Guinée à la construction d'un état de droit sans violence. Nous sommes partis nous installer, on a mis en place une plateforme de jeunes leaders de l'axe, de Amdallah jusqu'à Kabele. On a essayé de travailler sur beaucoup de thèmes dans le cadre de la lutte non violente, à travers les figures emblématiques de la lutte non violente connues sur le plan mondial. Et à un certain niveau, nous nous sommes dit les acteurs de violence, ce ne sont pas aussi que les jeunes. Parce qu'il y avait des manifestations où des marmites étaient renversées à domicile, alors par des agents de force de l'ordre. Or, une marmite n'a rien à voir à une manifestation. Et nous étions préoccupés par la préservation de l'intégrité physique des personnes, de la personne humaine et sa dignité. Donc nous nous sommes tournés vers les forces de l'ordre qui sont habilitées de maintenir l'ordre pendant ces manifestations. On a réussi à les mettre ensemble aussi à plusieurs endroits, un peu partout, sur toute l'étendue du territoire. Bref, aujourd'hui, nous voyons, quand il y a une volonté politique réelle, les citoyens guinéens sont capables de manifester sans violence. Et ça, c'est vraiment réjouissant dans le cadre de l'évolution des principes démocratiques en République de Guinée. Et selon vous, qu'est-ce qui a amené à cette prise de conscience à tous les niveaux? Écoutez, des sensibilisations se font. D'abord, des sensibilisations par les acteurs politiques. Disons, j'ai suivi particulièrement le chef de file de l'opposition qui s'adressait lors d'une assemblée générale ou d'un meeting même, à dire à ses militants de sortir sans insulter, sans casser. Nous sommes investis, sans lapider non plus. Nous nous sommes investis aussi dans le cadre de formation comme on appelle, les lois qui régissent la manifestation en République de Guinée. C'est-à-dire, il faut manifester, mais il ne faut pas que même la violence verbale, d'ailleurs, elle est plus dangereuse que la violence physique. Oui. En manifestation, dans les règles de l'art, il faut soit dénoncer ce que vous avez à dénoncer à travers des messages, donc des pancartes. Il faut réclamer ce que vous avez à réclamer. C'est des droits qui sont constitutionnels, mais sans violence. Et la violence commence par la violence verbale. Bref, et vous avez vu quand même un élément très nouveau, très intéressant et qui est très réjouissant, c'est, c'est cette poignée de main cordiale
entre les acteurs politiques et les forces de l'ordre cette fois-ci. Au moment où on disait que la police était, faisait le bourreau, vous avez vu à un moment donné le chef de file il est descendu, il est venu vers le directeur national des opérations, si j'ai bonne mémoire. Ouais. Bon, vous avez il y a eu des messages quand même d'apaisement de part et d'autre. Je pense que nous devons continuer dans ce sens. Ceci dit, il faudrait, conformément à l'article 58, que le gouvernement privilégie le dialogue. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'article 58 est très clair. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est responsable de la promotion du dialogue social entre le gouvernement et les partenaires sociaux, que ce soit les syndicats, les partis politiques et même les partenaires. Donc je pense que nous pouvons arriver aussi à privilégier le dialogue dans ce sens et mettre en valeur, quand on prend des engagements, de respecter les engagements pris et de nous éviter aussi de ces... Justement, on parlait tout à l'heure de la pacification des marches en République de Guinée et la baïonnette intelligente, si j'ai bonne mémoire, avait initié des rencontres de discussion entre les jeunes et puis les forces de l'ordre. Finalement, qu'est-ce que ça a donné? Ou bien vous voulez nous dire, par exemple, c'est vos activités qui amènent aujourd'hui à donner ces jeunes le courage de passer devant les forces de l'ordre sans insulter? Très bien. On ne va pas dire que c'est le fruit uniquement du projet La Baïonnette intelligente, mais je vais quand même rappeler la première observation des manifestations pacifiques au sein de l'Axe par la société civile n'a commencé que celle du 16 août 2016, que la société civile a jugé utile d'aller participer. Et La Baïonnette intelligente était là depuis juin 2013. Donc, il y a quand même un travail qui a été fait avant que les gens disent il faut que nous puissions participer. Parce que vous savez, les violences qui caractérisaient les manifestations. Ça, c'est un élément. L'autre élément, aujourd'hui, c'est connu qu'il y a ces forces de l'ordre, pendant les manifestations, elles acceptent de venir dialoguer avec ces jeunes leaders qui sont là. Et nous nous en réjouissons d'une très bonne collaboration entre les forces de l'ordre et le projet La Baïonnette intelligente. Parce que dès que sur le terrain, les forces de l'ordre voient ces jeunes leaders qui mettent les pings du projet La Baïonnette intelligente, toutefois, ils acceptent qu'ils se parlent. Et parfois, ça porte fruit. Et mieux que ça, il y a eu beaucoup de thématiques telles que quelles sont les causes de ces violences pendant les manifestations, quelles sont les pistes de solutions, où on a réussi à mettre ensemble dans le même groupe les forces de l'ordre et ces jeunes leaders de l'Axe pour thématiser ces problématiques. Sur le terrain, quand il y a manifestation aujourd'hui, en tout cas selon nos évaluations, ils se parlent. Donc nous disons que ça c'est une avancée et ça permet de réduire la violence. Oui, allez-y. Au-delà des jeunes manifestants et des forces de l'ordre, est-ce que vous travaillez aussi sur la psychose que ces manifestations-là suscitent chez les populations? La psychose, nous estimons que... D'abord, il faut que je relève un fait, parce que nous ne sommes pas là pour dire que les forces de l'ordre ne doivent pas maintenir l'ordre, mais nous avons aidé à vulgariser les principes qui régissent, selon les règles standards, qui régissent les principes de maintien de l'ordre. Bien. Ensuite, nous ne sommes pas là à dire, c'est-à-dire à une société ou à un groupe professionnel donné de ne pas user ses droits, c'est-à-dire parce que manifester est un droit constitutionnel. Non. Mais nous sommes préoccupés par le caractère pacifique que cela doit prendre. Nous le faisons souvent. Et maintenant, pour revenir à votre question, je pense qu'il est important de promouvoir le dialogue. Parce que le plus souvent, ce manque de dialogue ou le déficit de dialogue crée parfois même de l'impasse. Et cette impasse crée même parfois des tensions, que ce soit maintenant sur le plan verbal, sur le plan physique. Vous avez vu, il y avait des conséquences qui étaient lourdes. La psychose, je suis d'accord avec vous, mais quand la manifestation a un caractère totalement pacifique, il y a moins de psychose que s'il y avait des affrontements. Mais nous avons vu, par exemple, lors de la dernière manifestation du 2 août, malgré que ce soit pacifique, mais les gens n'étaient pas venus au travail, tout le monde avait peur et tout le monde s'est terré chez eux. Oui, n'oubliez pas que peut-être que c'est les deux manifestations ces dernières années qui ont pris un caractère très pacifique. Pacifique. Ouais. Vous vous en souvenez, la marche du 16 août de 2016,
était pacifique, mais c'était soldé par une bavure policière que le gouvernement avait pris en charge d'identifier le présumé auteur et de l'arrêter. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. La marche du 2 août, quand même, il y a eu un accident mortel. On a perdu une vie humaine. Je suis d'accord avec vous. Il y a des psychoses parce qu'au moment où tous les acteurs se réjouissaient du caractère pacifique, ce qui était nouveau, ce qui était réel, mais la famille là était quand même endeuillée. C'est une personne humaine qui était aussi partie. Voilà la raison pour laquelle nous disons qu'il faut promouvoir le dialogue. Mais puisque même dans les pays développés, il y aura toujours des réclamations, parce que c'est des exigences sociales aussi. Mais quand nous travaillons dans le cadre que cela prendra, dans le cadre que cela se fasse dans les règles de l'art, il y aura moins de psychose aux choses ultérieurement. Pensez-vous que, avec l'allure que ça prend aujourd'hui, la pacificité de ces manifestations, pensez-vous que les citoyens peuvent désormais avoir confiance lorsqu'il y a manifestation, ils peuvent sortir? Oui, nous devons tous continuer le travail comme nous le faisons. Nous ne nous rassurons pas parce que la paix de façon globale n'est pas gagnée d'avance, mais nous estimons que s'il y a une volonté politique réelle, parce que souvenez-vous, à Kaloum par exemple, il y avait une volonté de dire que c'est à Kaloum, le meeting ne devait pas se tenir. Et ça, je pense qu'il faut, sans démagogie, il faut saluer le caractère de l'actuel gouverneur de ville de Conakry, qui a pris quand même, qui connaît ou alors qui met un principe de droits de l'homme en pratique. C'est qu'en matière de droits de l'homme, le refus de l'exercice du droit crée la violence. Par contre, quand vous facilitez l'exercice du droit, il y a moins de violence. Vous avez vu en 2016, en août 2016, lui-même il s'est investi, je l'ai vu sur le terrain, il est parti sensibiliser les populations riveraines. Il y a eu moins de dégâts. Cette fois-ci encore, quand il s'agissait du meeting de Kaloum, il avait dit, vous aviez suivi la sortie médiatique de la présidente de la délégation spéciale. Par contre, on a vu la veille de la manifestation, la sortie de l'actuel gouverneur qui a dit que le meeting aura bel et bien lié à Kaloum et qu'il sera sécurisé par les forces de l'ordre. À supposer que la première intention avait été retenue par le gouvernement. À supposer que les acteurs politiques disent de toutes les façons, vaille que vaille, c'est notre droit, nous allons l'exercer. C'est vrai, il y aurait eu certainement des affrontations, il y aurait eu des violences. Vous avez vu. Donc, nous déduisons que l'exercice des droits de l'homme porte à lui le fondement de la liberté, de la paix. Et quand il y a la liberté et la paix, c'est propice pour le progrès économique et social. Et après l'observation de la société civile lors de la dernière marche, le rapport indique que vraiment la marche a été pacifique, mais ils ont relevé un fait là-bas qu'ils déplorent la participation des enfants lors de ces manifestations politiques. Est-ce que ça a été le cas au niveau de la baïonnette intelligente? Comment vous trouvez cela? Oui, bon, écoutez, s'il y en a eu, pratiquement on n'a pas relevé la participation des enfants, mais je pense que c'est un phénomène récurrent parce que dans les marches antérieures, on a reçu des gens qui étaient blessés, des victimes dont l'âge n'était pas approprié. Mais ça, c'est la responsabilité première de parents, quand il y a de telles manifestations, vraiment de s'occuper de la sécurité des enfants. D'abord, en premier, d'épargner les enfants. Et je pense que c'est une question très intéressante, dans la mesure où, vous avez vu tout récemment, la Guinée même a été épinglée par le département d'État américain par rapport à ce problème d'enfants, problème trafic humain d'enfants. Je pense que c'est non seulement d'abord c'est une responsabilité première des enfants dans ce truc pareil, mais sur le plan maintenant national, je pense que le gouvernement doit faire mieux dans le cadre de la protection aussi des enfants. Et que doivent faire les leaders des partis politiques aussi dans ce sens? Parce que de toute façon, c'est eux qui appellent à manifester. Oui, dans ce sens, je pense qu'il faut dire clairement que ceux qui n'ont pas l'âge requis de rester à la maison, de ne pas manifester, c'est très clair. Et l'autre aspect, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est bien l'escalade verbale. On le voit souvent entre des acteurs politiques, surtout lors des différentes assemblées. Parfois, le ton monte tout d'un coup. On a entendu le vice-président de l'UFDG dire que depuis l'avènement d'Alpha Condé, au moins 900 peuls ont été chassés de l'administration. Vrai ou faux? Est-ce que quelle appréciation vous faites d'un tel discours? Bien. D'abord sur l'escalade verbale,
En tout cas, je profite, je saisis de cette opportunité pour lancer un appel. En Guinée, ce qui ressort que les acteurs politiques, soit ne mesurent pas l'ampleur de la portée de la violence verbale, ou alors ils font exprès de le faire pour creuser, ouvrir des brèches, de créer des frustrations, et parfois les conséquences sont énormes. Ouais. Ça, c'est depuis le temps du premier régime. Et vous avez vu actuellement, je pense à l'ouverture des vacances judiciaires, il y a un ministre d'État, il y a un conseiller du président qui sera traduit pour escalade verbale. Parce qu'il a qualifié le parti l'IFDG, le parti du chef de file de l'opposition, comme étant un parti terroriste. Des accusations très graves. Bien, je dis aussi, ce que le vice-président a dit, ça c'est purement, disons, adressé à une communauté, à lui de brandir la preuve de ce qu'il dit. Mais de toutes les façons, ces débats, nous n'en avons pas besoin. Et d'ailleurs, l'article 7 de notre Constitution punit de tels discours dans les lieux publics. Et je pense qu'il faut mettre en valeur la loi. Et je pense que s'il le dit, peut-être certainement, il mesure ce qu'il dit et il pourrait apporter peut-être la capacité, la preuve de ce qu'il dit. Et je pense que vous devez lui poser la question et essayer de voir s'il peut apporter la preuve de ce qu'il dit. Parce que sinon, c'est grave. L'invité ce matin ici dans ce studio et sur ce plateau, Mamadou Kali Diallo, il est consultant du projet La Baïonnette Intelligente, activiste des droits de l'homme. On va s'intéresser maintenant au dossier 28 septembre, il alimente beaucoup plus les débats, il polarise toutes les attentions. Le ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux, Maître Cheikh Sako, rassure encore de la tenue du procès avant la fin de l'année, alors que 105 jours nous séparent de 2018. Votre analyse? Notre analyse, c'est que nous attendons maintenant hâtivement, et nous disons en tout cas, nous exigeons que d'ici la fin de cette année que le procès soit ouvert. Oui, que non seulement que l'information judiciaire soit close, mais aussi que le procès soit ouvert. Et vous vous en souvenez, le 28 septembre, nous avons tous en mémoire des crimes contre l'humanité ont été commis. C'est le rapport des Nations Unies, au moins 150 personnes ont été tuées. Plus de 100 femmes avaient connu la cruauté humaine, la barbarie, et ont été soumises à des viols collectifs, qui constituent aussi des crimes contre l'humanité. Mais surtout, il y a de ces personnes dont on ne parle peu. C'est qu'il y a eu plus de 100 personnes qui sont portées disparues jusqu'à maintenant, qui n'ont pas été retrouvées. Et depuis, en tout cas, la dernière visite de la Cour pénale internationale et la sortie des organisations de défense des droits de l'homme et les différentes associations des victimes, nous voyons quand même tout semble s'accélérer. Parce que vous avez vu les derniers, comme on appelle tout récemment, l'actuel ministre d'État, conseiller personnel du président, a été entendu en qualité de témoin. Et tout porte à croire que d'autres personnes, il y a des commissions rogatoires qui ont été envoyées vers, comme l'a dit l'actuel ministre d'État à la Justice, un témoin clé vers l'étranger. Et nous disons vivement la clôture de l'information judiciaire pour qu'on aille au procès. Mais je dois quand même rappeler, il doit avoir plus de volonté politique réelle dans ce dossier, dans la mesure où, quand il y a eu la commission de ces crimes contre l'humanité, la communauté internationale s'est engagée à accompagner la Guinée. Et c'est ce qui s'est fait actuellement. De nos jours, les États-Unis ont annoncé la disponibilité de plus d'1 million de $400 000 pour ce procès. L'Union européenne parle de la disponibilité de 2 millions d'euros. Je pense que vivement la clôture de cette information judiciaire pour qu'on aille au procès. Et la Guinée doit bénéficier quand même des infrastructures, renforcement des capacités des magistrats et surtout que les victimes aussi soient rétablies en leurs droits. Le droit à la connaissance de la vérité, le droit à la justice et le droit à la réparation. Pensez-vous que ce procès, s'il a lieu, serait équitable si tous les principaux accusés ne sont pas là? Si nous prenons par exemple le cas de Moussa Dadis Camara.
Écoutez, nous disons que nous réclamons un procès juste et équitable. Bien, il y a quand même là à ce niveau une question qui taraude l'esprit de beaucoup d'acteurs, de tout le monde d'ailleurs. Pourquoi jusqu'à présent l'ancien président de la junte n'est pas là? Mais espérons que lors du procès, d'autant plus que lui-même, il avait exprimé sa volonté de venir se mettre à la disposition de la justice. Mais espérons que parce que le procès n'est pas programmé d'abord, peut-être quand le procès sera programmé, il sera là. Et beaucoup pensent que les ONG, les activistes des droits de l'homme aussi, qui font de ce procès une priorité, font du marchandage. Marchandage, non. Seulement, nous disons que c'est un procès test pour la justice guinéenne. Et c'est un procès test dans le cas allant dans le sens de la lutte contre l'impunité érigée en mode de gouvernance depuis longtemps, que le président même a dénoncé. C'est l'impunité en République de Guinée. Je pense que marchandage, non. Mais plutôt, il faudrait qu'on aille vers ce procès. Et c'est un procès qui pourrait jouer un élément très important dans le cadre de la réconciliation de Guinée. Pourtant, on pense qu'il y a de la spéculation. Les associations des victimes souvent essayent d'arnaquer les institutions internationales pour la raison, alors que ce pourquoi ils le font, c'est tout autre. D'ailleurs, même à Bokar Kondé, la dernière sortie du ministre de la Justice et garde de Sceaux, il avait dit que les associations et ONG de défense des droits de l'homme, ils sont en train de faire des sorties médiatiques, mais lui, quant à lui, il reste serein. Le dossier, c'est bien un dossier qui n'est pas facile à traiter et tout se porte très bien là-bas, mais il n'acceptera jamais que des hommes de l'extérieur de la justice interfèrent dans les affaires, les dossiers judiciaires. Je pense que depuis qu'il y a eu ces événements, on n'a jamais interféré. Et nous avons même interféré dans un truc, c'est pénal. C'est violer la loi. Ouais. Mais c'est des droits aussi, c'est du droit d'exprimer d'opinion par rapport à l'évolution des dossiers, afin que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Maintenant, le ministre d'État, à plusieurs reprises, a pris des engagements au nom du gouvernement. Nous espérons que cette fois-ci sera la bonne. Mais, et la spéculation par rapport aux associations qui se mettent en place au nom des victimes? Écoutez, peut-être ceux qui le disent pourraient apporter la preuve de ce qu'ils le disent, ce qu'ils avancent. Mais moi, je ne pense pas, je ne connais pas une association qui a été quand même épinglée ici pour avoir escroqué les victimes. Donc, je n'en ai aucune. Oui. Et que pensez-vous de l'affirmation de certains citoyens dans les quartiers qui pensent que le dossier du 28 septembre, c'est un faux débat? Écoutez, faux débat dans quel sens? Parce que ce qui reste clair, qu'il y a eu les tristes événements du 28 septembre 2009. Je pense que c'est un montage de toutes pièces. En tout cas, souvent, moi, j'entends parler beaucoup dans ce sens. Bon, je dis non. Les événements du 28 septembre, ce sont des événements réels. Ouais. Donc, ils ont eu lieu. C'est des faits vécus. Ouais. Maintenant, c'est le devoir du gouvernement de rendre justice, parce qu'il y a eu beaucoup de crimes commis au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. En attendant, vous, qu'est-ce que vous faites par rapport à un apport? Qu'est-ce que vous apportez aux victimes, aux associations dans le cadre du conseil, assistance? Oui, il y a des assistances juridiques. N'oubliez pas qu'il y a eu plus de 400 témoins, 400 victimes et témoins qui ont été entendus par le pool de magistrats. Ça, c'est grâce à l'assistance juridique des ONG de défense des droits de l'homme. Et vous parlez $1 million, $1,4 million et $1 million d'euros. Ce montant, est-ce qu'on vous a dit qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que ça va être donné aux associations de défense des droits de l'homme ou au gouvernement? Qui va gérer exactement? À qui c'est destiné? Écoutez, pour l'instant, c'est des annonces que ceux-ci ont fait, mais je pense que quand vous comparez au procès de Hussein Habré, le Sénégal avait bénéficié beaucoup d'infrastructures judiciaires. Oui. Ça a renforcé les infrastructures judiciaires, ça a renforcé la capacité aussi des magistrats. Donc ça aussi, cela veut dire que la Guinée pourrait en bénéficier. Vous avez dit que nous sommes... En tout cas, je suis parmi ceux qui avaient toujours souhaité que ce procès se tienne
tienne en Guinée, en République de Guinée, au moment où beaucoup clamaient il faut aller vers la CPI. Non seulement c'est un défi aussi, bien entendu, pour la justice guinéenne, c'est un procès test pour la justice guinéenne, mais aussi la Guinée pourrait en tirer des bénéfices dans ce cadre-là, et surtout que c'est un élément important aussi dans le cadre de, disons, du caractère équitable du procès. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, quand vous dites qu'il faut que le procès se tienne à la CPI, vous n'avez pas la charge ou la garantie que vous pourrez envoyer 400 témoins au niveau de la CPI. Et quand on parle d'un tel procès, il y a ceux qui sont présumés commanditaires, il y a ceux qui sont présumés auteurs, il y a les victimes. Rien ne vous garantit, par exemple, que les Pays-Bas vous diront nous délivrons 400 visas pour ces victimes parce que nous avons la garantie qu'après le procès, ils rentreront dans leur pays. Or, si c'est en Guinée ici, les victimes ou les témoins pourront venir s'exprimer et contribuer pour la manifestation de la vérité. Oui, mais sauf que aujourd'hui, Toumba Diakité est en prison. Quand on cite le nom de quelqu'un, même s'il doit être entendu à titre de témoin, ça ébranle tout l'entourage. Ce sont des associations ou de soutien pour l'intéresser. On a vu une première sortie de Tibou quand le nom de Mathurin aussi a été cité. Les bagarres se sont rencontrés pour faire des déclarations, ainsi de suite. Est-ce que tout cela n'est pas de nature à fragiliser l'avancée de ce procès? Écoute, bon, je suis quand même d'accord avec vous. Tous les Guinéens doivent contribuer à rendre la justice guinéenne celle que nous voulons, celle que nous envisageons. Ça doit être la contribution de tout le monde. Parce que si il y a une personne, or qu'il y a un principe qui dit que nul n'est au-dessus de la loi. Chaque citoyen est justiciable. Oui. On peut être accusé d'un acte. Maintenant, c'est à la justice de prouver qu'on est innocent ou alors qu'on est coupable de cet acte. Mais si à chaque fois qu'une personnalité, qu'un individu est accusé d'un délit ou d'une infraction, il faudrait qu'il y ait des soutiens, qu'il y ait le mouvement, par exemple, de soutien de la communauté, je pense que nous ne contribuerons pas à faire la justice guinéenne celle que nous voulons. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'il faut quand même rappeler que même ceux qui sont inculpés sont présumés innocents jusqu'à maintenant. Ils ne sont pas coupables, ils ne sont pas reconnus coupables des accusations qui leur sont portées. Donc, ils bénéficient le principe de présomption d'innocence. Voilà qui est bien dit. À présent, on va se tourner vers les auditeurs ou bien soirée à une question. On va aller donner la parole donc aux auditeurs et téléspectateurs. Vous qui avez suivi cette émission depuis le début, vous pouvez réagir via les deux numéros du stand, le 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31. Le premier en ligne, c'est bien Ousmane Condé de Béanger. Monsieur Condé, bonjour. Bonjour à vous, monsieur, et bonjour à notre cher invité. Vous êtes en direct. Merci, vous êtes en direct, on vous écoute. Ok. C'est juste attirer l'attention de monsieur Diallo de la sortie des enfants dans la rue à travers cette dernière manifestation. Vraiment, c'était un fait avéré qui était réel. Parce que moi-même, je peux le témoigner. J'étais juste devant ce noir qui quand je voyais les enfants, vraiment un groupe d'enfants qui dépassait même un nombre, de 200 personnes au moins, selon ce que moi j'ai vu, qui étaient tous des enfants, des mineurs. Il n'y avait pas des mineurs, des enfants comme ça, et puis qui s'attaquaient aux gens, aux paisibles citoyens. Par exemple, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment intrigué. Quand j'ai vu que les gens, en venant, ils barraient toute la route. Et il y a un chauffeur qui voulait passer, on lui a demandé de passer, le chauffeur n'a pas accepté de s'arrêter, il a foncé sur la ville, on a caillassé ses rythmes. Heureusement pour le chauffeur, il a pu s'en sortir et partir. Donc c'est un fait à reconnaître, vraiment. Monsieur Condé, il a foncé sur la foule, heureusement il a pu s'échapper, vous croyez ça, c'est heureusement? Non, comme il n'a pas, dès qu'il a foncé sur la foule, les gens lui ont laissé le passage, parce que les gens lui ont laissé le passage. Il n'a blessé personne, mais de passage, on lui a caillassé ses vitres quand même. C'est un fait qui s'est produit devant moi et puis j'ai même plein d'amis qui peuvent en témoigner parce que nous étions tous... Vous êtes largement compris, Ousmane Condé. Merci d'être passé dans cette émission. Un autre en ligne, Diallo Mamadou Siradio.
Monsieur Siradio, bonjour. Bonjour Monsieur Abakar Condé et bonjour à Madame. Bonjour à l'équipe de jour et bonjour à Monsieur Kaba. Nous vous écoutons. Il a beaucoup attendu, il est parti. Monsieur Kaba Karamo. Hein? Monsieur Kaba, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct. Ok, moi je dis bonjour à votre invité. J'ai une question à poser. Pourquoi la date du 26 septembre est une date historique d'intérêt national de notre pays? Vous dites? La date du 26 septembre. Oui. Historique d'intérêt national pour notre pays. Oui. Il mérite d'être préservé et célébré à sa juste valeur. La question que je voudrais lui poser, est-ce qu'en tant qu'activiste de droits de l'homme, il est que c'est juste et raisonnable de manifester cette... Monsieur Kaba, déplacez-vous, on a du mal à vous entendre. Lamarana Yemberen Diallo. Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs et auditrices. Nous vous écoutons. Il y a des témoignages qui sont de vous. Près de 200 enfants qui s'attaquent à tout le monde. Heureusement ou malheureusement, vous, médias, vous étiez sur place, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Ce genre de témoignages discrédite même l'action de la société civile. Parce que lorsque le coordinateur de balai citoyen s'était exprimé sur vous, il a donné des explications. On entrevoyait dans la foule des enfants. Mais ils disent que 200 groupes des enfants qui s'attaquaient à tout le monde. Je pense que l'intelligence de l'homme aura du mal à accepter ce genre de choses. Pour la cohérence et surtout le niveau de l'émission et de débat. Lamarana, donnez votre point de vue. Vous n'avez pas à faire une leçon de morale aux gens. Point de vue, mon frère. Allez-y. Non, ça on ne peut pas vous le permettre. La deuxième des choses. Oui. La deuxième des choses. J'observe que vous revenez souvent par rapport à l'intervention de monsieur le vice-président de l'IFDG. Mais prenons l'exemple sur ceci. Le dernier remaniement au ministère de l'enseignement préuniversitaire, le DCG que vous avez observé là, comment pouvons-nous expliquer que 21 sur 38 DCG ils sont issus de la même communauté? Et ça, c'est un élément, un agent TOPA de la cellule de communication du groupe de Papa Kolu, qui d'ailleurs a attiré l'attention des gens sur ça. Comment pouvons-nous expliquer ça? C'est sur quelle base extraordinaire entre ceux qui dénoncent l'action ethnique et ceux qui ont une forme de nomination ethnique au sein dans l'administration, qui de ces deux-là font mal au peuple de Guinée? Est-ce que ceux qui ne le sont pas doivent se taire pour éviter de poser le débat, éviter d'être victimes, ou ceux qui sont en train de faire la nomination doivent arrêter de... Donc, Lamarana, revenir sur le propos de Chérif Ba, ça vous agace, hein, apparemment. Et ça, vous ne pouvez rien. Le propos, je le condamne, mais j'ai l'impression que vous avez envie de prendre ça comme un instrument pour des besoins de quoi. Parce qu'il y a beaucoup de propos. C'est votre point de vue, hein, ça on vous le concède. On va poser cette question à tous ceux qui viendront. Et même lundi, avec l'invité qui sera là, on lui demandera, M. Diallo. Il est même parti, Lamarana Yemberen Diallo. Diallo, Mamadou Siradio, bonjour. Bonjour, M. Abakar Condé. Moi, personnellement, je suis très fier de vous, d'être l'appétit de vos auditeurs. Moi, je voudrais vous dire tout simplement, c'est là qu'ils pensent que l'opposition avait fait sortir des enfants. C'est leur opinion personnelle. Ils sont libres. Mais ce qui est clair, nous savons comment est la société civile guinéenne. Nous, on s'en moque éperdument de ce que les gens l'ont dit. Mais ce qui est clair, le président de la République ne doit pas donner l'occasion pour qu'on manifeste dans notre pays. Parce que même si c'est 5 personnes qui manifestent dans un pays, aucun investisseur ne viendra investir dans ce pays. L'argent n'aime pas le bruit. Ce qui est clair, moi je voudrais dire une fois encore de plus au président de la République, il est très mal entouré. Il n'est pas conseillé par des gens qui sont dignes de nom. Il doit changer son entourage, il doit voir la Guinée en réalité, il doit résumer toutes les ethnies parce qu'aujourd'hui la violence verbale qui passe dans notre pays, tout le monde parle de l'ethnie. Moi quand même, j'ai ras-le-bol de cette animosité si on parle de l'ethnie. Voilà, Siradio Diallo de Foulamadina, fidèle parmi les fidèles de l'émission. Soir on rappelle les stands.
Le 666 99 99 30 ou 666 99 99 31. Karamo Kaba qui revient, cette fois-ci, on espère qu'il a trouvé un bon positionnement. Bonjour, monsieur Karamo. Nous vous écoutons. Et tout simplement que le propos de monsieur le vice-président est responsable. Monsieur Karamo, la position n'est toujours pas bonne. On a du mal à comprendre ce que vous dites. Allô? Ah, malheureusement, il est parti. Avant qu'on ait... On a un autre auditeur là. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? Kamara Ismaël, depuis quartier Almamia. Ok, vous êtes en direct, on vous écoute. J'ai suivi l'intervention de votre invité. Franchement, d'après ces démarches, je l'apprécie. Mais ce qu'il faut rappeler dans ce pays, nous avons une autorité qui n'assure pas son rôle. Parce que tout simplement, les Guinéens ne donnent pas l'opportunité au gouvernement de nous diriger comme il se doit. Et le gouvernement aussi profite de la liberté de la population pour pagailler. Sinon, d'abord, je prends un exemple. En ce qui concerne l'affaire 28 septembre, ce qui s'est passé, ça s'est passé devant nous tous. Oui. Chacun de nous, au moins, a un grain de réalité. Donc, dire qu'on peut tenir le procès ici et que cela se passe dans les meilleures conditions, moi, je n'y crois pas. Parce que toutes les conditions ne sont pas réunies pour la tenue de ce procès-là. Deuxièmement, en ce qui concerne les politiciens et la mouvance, comme je l'ai dit tantôt, ils profitent de la naïveté de la population. Ils nous trompent tous, ils sont tous à la conquête de leur intérêt personnel. D'accord. Je vous remercie. Monsieur Kamara Moussa de Dabondi. Bonjour, monsieur Kamara. Oui, bonjour, madame. Nous vous écoutons, s'il vous plaît. Vous allez bien. J'ai une question à votre invité. Allez-y. Bon, comment lui voit la déclaration de l'ex-président de l'IFDG à la fin de la... Ou bien, c'est cadre IFDG, peu seulement qu'il y a des IFDG, ou bien tous les cadres sont des IFDG. C'est ma question. Ma deuxième question, depuis la... Oui, mais celui qu'on a ici, il n'est pas membre de l'UFDG. Hein, mais il est défenseur des droits de l'homme, non? Oui, il n'est pas là pour parler du bureau exécutif de l'UFDG. Ça, il n'a aucune compétence. Bon, depuis l'avènement du 28 septembre... On va se battre pour avoir Ibrahim Chérif Ba. L'affaire du 28 septembre, oui. Voilà. Là, on peut... Depuis l'affaire du 28 septembre, depuis le jour-là, on n'a rien entendu de déclaration de société civile là, pour juger là. Comment il voit cela? Oui, mais celui qui est là aussi, c'est un acteur de la société civile, monsieur Kamara, oui. C'est des camarades, hein. C'est compliqué, les dialogues, c'est très compliqué davantage. On va rappeler les quelques questions posées. D'abord, entre Ousmane Kondé, Lamarana et Mberen Diallo, l'un avance la présence de plus de 200 enfants qui ont barricadé la route. Un véhicule était là, on a voulu le caillasser. Heureusement, tout s'est bien passé selon lui. Lamarana pense que ça jette du discrédit à l'observation ou à la déclaration même de balai citoyen. Écoutez, comme ils ont dit, c'est pour attirer l'attention par rapport à la participation des enfants dans les manifestations, qu'ils soient nombreux ou pas. Moi, ce que je prends acte, on pourrait véhiculer le message et il pourrait être entendu, je pense. Les prochaines manifestations, de dire aussi aux enfants, s'il y en a eu, de s'abstenir, qui n'ont pas l'âge requis. Je pense que ça ne pose pas de problème là. Et c'est Radio qui estime qu'il faut que les autorités évitent la moindre manifestation puisque l'argent n'aime pas le bruit. Très bien, c'est très pertinent. Ouais, et au cours de mon intervention, j'ai bien rappelé que l'article 58 confère confère au Premier ministre, chef du gouvernement, la promotion du dialogue social. Oui. Et cela est très important. En principe, il devait initier des rencontres périodiques. Aujourd'hui, on se réjouit peut-être, même s'il y a eu beaucoup de lenteur avec le comité de suivi et évaluation qui a été mis en place après le dialogue du 12 octobre. Mais il relève un aspect très important.
Vous savez, les manifestations, tout le monde s'est réjoui du fait que le caractère de la manifestation du 10 août a été pacifique. Nous nous en réjouissons dans la mesure où nous disons qu'il y a un éveil de conscience, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu atteinte à l'intégrité ni physique ou morale ou alors de vandalisme des populations qui étaient victimes de biens matériels. Sur ce point-là, ça a été une réussite. Mais par contre, la Guinée a beaucoup perdu ce jour sur le plan économique. Beaucoup n'ont pas pu se rendre dans les lieux de travail. Et mieux, vous savez pourquoi les manifestations posent problème? C'est très facile dans les milieux diplomatiques de faire le ratio. Quand il y a une telle manifestation, une opposition qui envoie un tel nombre de manifestants dans la rue, et vous avez vu, il y a de plus en plus d'exigences maintenant aux pays développés qui mettent des fonds dans le cadre des appuis, des dons, de développement. Et c'est pour cette raison, si on remarque aujourd'hui, le développement local, le partenariat local est plus privilégié par rapport aux coopérations directes. Oui. Donc ça a des impacts. Mieux vaut, comme il l'a dit, et nous avons rappelé cela, de privilégier le dialogue sincère et respectueux des engagements qui seront pris au lieu d'aller à des affrontements, d'aller à des manifestations. C'est là un peu. Parce que c'est de montrer quand même la capacité de mobilisation de l'opposition. Et ça met en mal, ça met en position de faiblesse une telle manifestation réussie du gouvernement. Et ça donne une réticence aux bailleurs de fonds. Vous avez... De toutes les façons, là, il y a de pertes. Donc, au lieu qu'on subisse les conséquences de ces pertes, c'est important de privilégier le dialogue. Alors, l'autre pense que depuis que cet événement tragique est survenu, la société civile n'en parle pas. Peut-être qu'il n'a pas écouté lui, mais je pense que tous les activistes des droits de l'homme, la société civile, et vous avez vu même, on a même rappelé, même le gouvernement en parle, parce qu'à chaque fois, il prend des engagements, il réitère. Et je précise qu'il y a eu des visites répétitives ici de la Cour pénale internationale, je pense 17 missions dans ce cadre-là. Peut-être que lui, il n'a pas eu la chance de suivre tout ça. L'émission, c'est bien la tribune de l'actualité plus l'invité Mamadou Kali Diallo. 2 numéros pour participer, vous auditeurs ou téléspectateurs qui la suivez en ce moment. C'est bien le 600 66 99 99 30 ou le 666 99 99 31. Voilà, vous qui voulez donc participer à l'émission, vous pouvez appeler les 2 numéros 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31. Monsieur Diallo El Hadj. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Éteignez la radio à côté. Il est parti, il y a un autre auditeur. Bonjour monsieur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Georges, je vous appelle de Lambaye. Il y a des échos s'il vous plaît. Éteignez la radio à côté, monsieur Georges. Ah, ok. Non, je n'ai pas à côté d'un poste radio. Mais il y a une radio quand même à côté. Vous êtes dans le véhicule ou pas? Ah non, laisse-moi me déplacer. Allô? Oui. Voilà, je salue votre invité. Et je salue encore vraiment la radio Familia FM. C'est Chéri FM, hein? Ah, Chéri FM, autant pour moi. Voilà, j'aimerais lui poser la question, toujours concernant l'affaire du 28 septembre. Allez-y. Voilà, si aujourd'hui Toumba Diakité est en prison, est-ce que c'est parce qu'il a tiré sur Dadis qu'il est en train de couper la prison, ou bien c'est toujours l'affaire du 28 septembre qu'il est emprisonné? Et si c'est l'affaire du 28 septembre pour laquelle il est emprisonné, pourquoi il y a des gens aussi qui étaient là-bas et ceux-ci-là travaillent aujourd'hui dans le gouvernement et on ne peut pas encore les arrêter afin qu'ils puissent subir le même sort que Toumba? Merci beaucoup.
Merci d'être passé dans cette émission. Merci surtout de nous suivre du côté de Lambagny. Oui, c'est d'ailleurs la dernière question, M. Diallo. Écoutez, pour l'instant, ce que je sais, c'est l'affaire des événements du 28 septembre. Et le collectif d'avocats qui étaient là, même s'il suspend sa participation, il parle du dossier du 28 septembre. Donc c'est Toumbaye à la maison centrale, pas parce qu'il a tiré sur Moussa Dadis Camara, mais plutôt le dossier du 28 septembre. D'ailleurs, c'est pour lequel il a été entendu aussi. Effectivement. Mais le paradoxe quand même qu'on peut relever, le mandat d'arrêt qui a été émis contre lui, c'était un mandat d'arrêt contre l'assassinat de la personne de Moussa Dadis. Là, je pense que vous êtes mieux indiqué pour vous tourner vers la justice et de poser la question. D'accord. Le mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin, je vous remercie honnêtement pour tout ce que vous faites. Vous allez me dire que c'est votre devoir, mais puisque vous le faites bien, vous méritez d'être félicité. D'abord, compte tenu de la divergence, de l'opinion que vous prenez ici, la promotion aussi de la jeunesse. Je pense qu'il y a quand même, c'est très important ce que vous faites et vous devez être félicité et encouragé, que Dieu vous protège. Et puis, je prie aux autorités guinéennes, à tous les acteurs d'œuvrer dans le cadre du respect des droits de l'homme. Parce que le respect des droits de l'homme constitue le fondement de la paix, de la liberté, de la justice et du progrès économique et social de toute nation. Donc construisons ce véritable état de droit où chaque citoyen sera protégé tant qu'il ne faillira pas à la loi. Que la Guinée protège, que Dieu protège la Guinée et tous les Guinéens. Je vous remercie. Merci donc à vous aussi d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes consultant du projet La Bannette Intelligente. Merci à Aïssata Fofana. Merci également à Soirée Bouakar pour la co-animation. Ça n'est donc terminé au compte de l'émission d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver lundi prochain au compte de cette émission avec un invité, Mohamed Touré. Il est le secrétaire général du PDG RDA, avec qui on fera le tour d'horizon de l'évolution de l'actualité sociopolitique de notre pays. Notre rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Merci à Cabinet Sano pour la mise en onde côté radio. Merci également à Alassane Diallo, Sékou Touré, Kader Touré pour la réalisation côté TV. Encore une fois, merci de l'attention et portez-vous bien. La tribune de Lecture Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée.